Super. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va parler du recrutement en restauration et plus spécifiquement de comment on fait pour attirer et fidéliser ces équipes. Pour les participants, vous avez la petite fenêtre de chat juste à droite. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire que juste vous nous entendez bien? On va commencer en fait. Ok, donc c'est bon, vous entendez, c'est génial. On patiente quelques minutes, juste le temps que tout le monde se connecte. On a déjà pas mal de participants, je crois. On a déjà 63 participants, donc c'est trop cool. Alors déjà peut-être, je vous pose une petite question par chat avant de commencer. On est quatre entreprises à intervenir aujourd'hui dans ce webinaire. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous connaissez Sunday ou est-ce que vous connaissez Combo ou Cozy ou Toqué de restauration? Je veux bien que vous nous passiez un petit message dans le chat juste à droite. Ok, il y a du Combo, il y a du Sunday, il y a du Toqué, il y a du pas du tout. Il y a du Cozy. Ok, donc je vois que ça vous parle, c'est génial. Alors, autre petite question, j'ai pas envie de vous demander si vous êtes en galère de personnel en ce moment, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est probablement que oui. Mais du coup, est-ce que dans le chat, pour patienter, vous pouvez nous dire combien de personnes il vous manque en salle et combien de personnes il vous manque en cuisine? Et si il vous manque personne, dites-le nous. Et après, on fait passer des CV, etc. On a 4000 mecs qui attendent dans une autre salle prêts à passer les entretiens. C'est la vraie bonne nouvelle de la journée. Va falloir délivrer. Hein. Ouais. Antoine, il te manque des gens, toi, en ce moment? Non, nous, on a la chance de ne pas avoir de problème de recrutement et tous les postes sont pourvus. On est ravis. Canon. Tu as combien de personnes on a une petite cinquantaine. Et là, comme on est en train d'ouvrir un troisième, on va commencer notre recrutement. Mais comme on le verra plus tard, je travaille beaucoup avec la promotion interne. Donc, c'est vrai que le recrutement sera d'autant plus facile qu'on recrutera des personnes et on les formera ensuite. On n'a pas besoin de personnes qui sortent de longues études pour commencer chez nous parce qu'ensuite, on leur apprend nous-mêmes. Okay. Alors, il y a quand même Fabrice dans les commentaires qui note qu'il lui manque 4 personnes sur 5 en salle. Antoine, est-ce que tu trouves pas que c'est plus difficile, même si aujourd'hui tu as tout le monde que tu veux, depuis l'après-Covid? Si on a constaté en fait que le nombre de demandes d'emploi dans la restauration a baissé, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'avant, pour un poste, il pouvait y avoir des dizaines de personnes qui postulaient, alors que maintenant il y en a beaucoup moins. On le ressent aussi dans les plateformes d'extra, comme par exemple Brigade, c'est une plateforme qu'on utilise. On constate que, d'ailleurs ils nous le disent, ils ont moins de personnes ou des personnes peut-être un petit peu moins qualifiées qu'avant, qui ont moins l'habitude de travailler dans la restauration. Et donc voilà, on va dire qu'il y a moins de personnes qui cherchent un travail dans ce métier-là. Donc ça veut dire qu'il faut être bon pour leur donner envie de venir chez nous et d'y rester. Merci. On démarre peut-être? Allez, c'est parti. Alors, juste pour détailler comment va se dérouler le webinaire, on a à peu près 40 minutes d'échange ensemble et puis après, il y aura 20 minutes qui seront dédiées aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, déjà, je me présente. Je suis Émilie de Toqué de restauration. Je suis hyper heureuse d'animer ce webinaire aujourd'hui. Le thème, c'est comment est-ce qu'on attire et comment on fidélise son staff. Et pour parler de ce sujet qui est hyper important pour les restaurateurs,
on a 3 intervenants. Donc, Antoine Levu, tu es fondateur et président de l'enseigne de Common Brunch Cozy à Paris. Olivier Séverins, tu es donc CEO de Combo, anciennement Snapshift. Et Victor Luger, tu es CEO de Sunday et cofondateur de l'enseigne Big Mama. Salut tout le monde. Alors, j'ai bien envie de commencer ce webinaire avec un chiffre. Ce chiffre, c'est 270 000. Et ça, c'est le nombre de travailleurs manquants en hôtellerie-restauration. C'est un chiffre de l'UMI qui date du mois de juin, donc juste avant la saison estivale. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que oui, le Covid a certainement accentué les difficultés de recrutement en restauration, mais en réalité, il y a une expression qu'on utilise tous, c'est être en galère de perso. Et ça, être en galère de perso, ça date pas du Covid, ça date de bien avant ça. Ma première question, c'est en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si difficile de recruter en restauration? Victor ou Olivier, vous voulez démarrer sur ça? Avec plaisir. On a vu en France les problèmes de personnel, en tout cas à l'échelle de Big Mama, on a 1500 personnes en France. C'est plus difficile après le Covid qu'avant. Mais c'est aussi le cas en Allemagne, c'est aussi le cas en Espagne, c'est aussi le cas en Angleterre, où on a des restaurants où on ne voit pas un phénomène spécifiquement français. Maintenant, comme tu le dis, le problème, il a toujours été là. On a du mal à recruter dans la restauration. La première chose que je voudrais dire, c'est ne nous fouettons pas avec des orties. Il y a beaucoup de secteurs, notamment sur les tranches de salaire que sont celles de la restauration pour un métier qui est essentiellement un métier manuel, un métier fatigant, 2, un métier où tu travailles quand les autres s'amusent, c'est-à-dire le soir, le week-end, avec des coupures, etc. On n'est pas les seuls à avoir du mal à recruter. Je pense que ça fait partie des grands problèmes de tous les pays occidentaux. Maintenant, on a aussi vu qu'il y a des recettes qui marchent mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont plus ou moins de mal à recruter. Et effectivement, et ça dépend aussi de qui tu veux recruter. Quand Antoine dit, moi, je recrute des gens qui sont pas particulièrement qualifiés et je les forme, ça a toujours été la recette de Big Mama. Et c'est beaucoup plus facile quand tu recrutes, entre guillemets, n'importe qui a envie de bosser et qui a envie de faire un sourire et qui aime les gens, que quand tu dois recruter quelqu'un qui a 15 ans d'expérience pour faire un tartare en salle ou désosser une sole. C'est le premier sujet. La deuxième grande question, c'est les restaurants, les restaurateurs qui gèrent leur entreprise, qui gèrent leur resto comme une entreprise et qui pensent à leur staff comme un chef d'entreprise pense à son staff, comment je les attire, comment je les motive, comment je les fais grandir, comment je leur partage la passion de notre entreprise et pas juste le fait que pointe-toi demain et coupe-moi une baguette et porte-moi un café. Ça se passe mieux, c'est plus attirant et c'est plus excitant. Et j'ajouterais que moins tu as de turnover, c'est-à-dire moins les gens partent, moins tu as besoin de recruter. Donc on peut parler du problème du recrutement, mais je pense qu'il y a un problème en amont du recrutement qui est, une fois que tu as recruté quelqu'un, est-ce que ces gens-là restent? Voilà. Et j'ajouterais une dernière phrase qui est, j'ai entendu plein de restaurateurs, en tant que restaurateur chez Big Mama et aussi chez Sunday, qui disent « Ah, mais le vrai problème de la restauration, c'est le staff. » Mais j'ajouterais, mais pas du tout, les gars. C'est le cœur de la restauration, c'est notre job. C'est pour ça que je suis payé tous les jours en tant que restaurateur. Soit je vais porter les cafés moi-même et cuire les steaks et les pizzas et les pâtes, soit je considère que mon métier, c'est d'attirer des gens parce que j'ai un projet à leur proposer, un projet qui les dépasse, mais un projet dans lequel eux ont des choses à trouver. Et ensuite, je les garde et je les fais grandir parce que tous les jours, je rends la chose excitante. Et si eux sont excités, ils serviront bien les clients, ils cuiront bien les pâtes, ils seront excités de venir au boulot. Le staff, c'est pas le problème de la restauration. Le staff, c'est le cœur de la restauration et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Olivier, tu veux compléter peut-être? Oui, je pense que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Victor. Le problème du recrutement dans la restauration, déjà, il est chronique. Avant le Covid, il existait. On avait déjà des chiffres qui étaient super importants avant le Covid. Je crois que le Covid il était moins important à l'étranger, par contre. Et le Covid a créé un phénomène de remplacement. Il y a eu un grand remplacement. Il y a beaucoup de gens qui, dans tous les pays, ont quitté ces métiers-là parce qu'ils avaient envie de faire autre chose. Ça a été une opportunité qui leur a été donnée.
Et donc, maintenant, c'est vrai que dans tous les pays, il y a ce problème-là. Mais en France, le problème particulier que l'on a, c'est un problème d'image et qui est le fruit d'années de style de management, de style de gestion, d'usage qui ne sont plus vraiment dans l'air du temps. Et je pense qu'il y a un changement à faire au niveau de la culture des entreprises dans ce métier-là, qui est un métier qui est passionnant, qui apporte beaucoup de bonheur, qui est un ascenseur social aussi. Mais le problème, c'est avant tout un problème de management et qui est assez particulier aussi à la France. En France, c'est vrai que quand on crée une entreprise, quelle qu'elle soit, on n'arrête pas de s'entendre dire, mais pourquoi tu montes une boîte, tu vas avoir des salariés, c'est la galère, c'est des problèmes. On a encore alors que moi, je trouve que c'est ce qui est le plus passionnant, c'est de monter une équipe, de créer une équipe avec des salariés, de les faire grandir. Et c'est ça qu'on doit réussir à trouver dans la restauration. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de gros progrès qui ont été faits. Moi, je croise sans arrêt des restaurateurs de nouvelle génération qui font plein de choses qui sont très belles, qui sont passionnantes, qui sont excitantes, qui vont vraiment dans le sens de ce qu'il faut faire. On a encore un petit retard sur l'image, mais si on continue les efforts, ça devrait se résoudre, je l'espère. Mais pour moi, avant tout, le problème, il faut upgrader le management dans ces métiers-là. Antoine, tu partages cet avis-là? C'est ce que tu as fait, toi, dans ton restaurant? Alors, déjà, l'expérience que je vais partager, elle concerne évidemment celle de Cozy. Et après, il faudra que chacun adapte ses situations à leur situation unique. Mais déjà, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit et apporter une petite nuance. Je trouvais que c'était très pertinent ce qui a été dit. Je vais reprendre juste par rapport au salaire. On parle de mauvais salaire. Alors, un SMIC à 39 heures, ça donne un salaire net à 1 520 €. Si on y rajoute 200 € de pourboire dans le mois, par exemple, ça nous amène à 1 720 € net d'impôts. En France, en 2022, le salaire médian est de 1 789 €. Peu importe l'âge, ça veut dire qu'il y en a 50% qui gagnent moins que 1 789 et 50% qui gagnent plus que 1 789, y compris à 40, 50, 60 ans. Donc ça veut dire que quand on a 25 ans, on peut gagner autant d'argent que la moitié des Français qui travaillent, peu importe son âge, c'est-à-dire à 40, 50, 60 ans. Je trouve que ce n'est pas si mal au final. Ensuite, par rapport aux horaires. Alors, oui, en effet, pour beaucoup de restaurants, ça pose un problème, mais ça pose un problème principalement pour les restaurants qui sont ouverts le soir. Oui, en effet, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi un nombre non négligeable qui ne sont pas ouverts le soir. Et puis, il y a beaucoup de restaurants qui font partie de la restauration rapide qui sont ouverts uniquement en journée. Et évidemment, quand on est ouvert en journée et pas le soir, ça facilite beaucoup les choses pour les salariés et pour le recrutement. C'est une certitude. Nous, c'est notre cas à Cozy, on n'est pas ouvert le soir. Ensuite, le travail, c'est un travail qui est difficile. Oui, en effet. C'est un travail qui est engageant, c'est un travail qui est physique. C'est un travail qui est intense. Mais dans cette intensité, en fait, les collaborateurs, ils peuvent créer des liens avec leurs collègues. Cette intensité, souvent, dans le travail, ça permet de transcender un peu le simple lien professionnel. Et nous, on constate que nos collabs en interne, beaucoup sont devenus amis et puis ils se voient en dehors. Et c'est quelque chose, notamment dans le plaisir de venir travailler, qui est très important. Et au final, est-ce que le but du travail, c'est obligatoirement de donner un sens à sa vie ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop demander au travail que de vouloir que le travail donne du sens à sa vie ? Qu'est-ce que recherchent la plupart des travailleurs au final ? Si ce n'est juste d'être bien dans leur peau et d'être heureux dans leur vie. À titre personnel, je pense que le travail, il ne doit pas être en opposition avec son épanouissement dans sa vie perso. Et déjà, si jamais, en tant qu'entreprise, on arrive à permettre aux collaborateurs cet équilibre entre le pro et le perso, je pense que c'est une première étape réussie vers un bien-être au travail qui pourrait permettre aux collaborateurs dans notre secteur d'activité d'être plus fidèles. En tout cas, je pense que c'est l'un des aspects qui est important chez Cozy pour qu'on fidélise nos collabs. Ok, merci Antoine. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur les salaires. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu ce sujet-là ?
En fait, ça me fait penser que nous, on a fait un sondage auprès de la communauté Toké, justement sur les salaires, et on s'est rendu compte qu'il y avait 76% des travailleurs qui s'estimaient pas bien payés. Et ça, c'est sur toute la France. Et pour 70% d'entre eux, en fait, il manquerait 300 € ou moins pour qu'ils se sentent bien payés. Donc 300 €, si c'est l'augmentation de salaire nécessaire et qu'il faut la multiplier par le nombre de salariés dans l'entreprise, en fait, ça peut vite faire des sommes importantes pour le restaurateur. Donc, moi, j'entends, en fait, payer mieux, c'est bien, mais quand même, ça coûte cher. Et j'ai l'impression que si c'était si facile, en fait, tout le monde le ferait. Et c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la gestion des salaires et pour finalement mieux payer son staff? Olivier, tu veux répondre à ça peut-être? Alors, je suis pas sûr que si tout le monde pouvait, tout le monde le ferait. L'expression avoir des oursins dans les poches, ça existe. Après, l'équation économique, elle est simple. Hein. Si le salaire, la masse salariale, c'est le premier poste de charge de l'entreprise. Les salaires, ça peut représenter entre 30 et 40% des coûts de l'entreprise. Donc, c'est super important. L'équation, elle est simple. Hein. On a des revenus, on a des charges. Il n'y a pas 36 solutions. C'est si on veut pouvoir payer un peu plus, augmenter sa masse salariale, il faut augmenter ses revenus et ça passe soit par vendre plus, ou donc augmenter le prix ou augmenter le volume. Donc ça passe par une remise en question ou un travail de fond sur le modèle économique de l'établissement, du restaurant. Il y a des optimisations à faire et c'est pas une petite question et c'est un vrai sujet. En parallèle de ça, il y a des optimisations qui sont à faire. Il y a des gisements d'économies qui sont à trouver dans l'organisation du travail, de passer au peigne fin son organisation des plannings, de faire le contrôle des temps d'une façon assez rigoureuse. C'est quelque chose qui peut permettre de gagner entre 3 et 5 points sur la masse salariale, mais c'est quand même très petit par rapport à ce qui reste à faire. Il faut le faire, je pense qu'il faut le faire, mais c'est pas tout. Après, il y a d'autres solutions qui peuvent exister pour améliorer le quotidien financier des salariés. Antoine a parlé des pourboires. La solution de Victor est une solution qui peut aider aussi à ça. Puis il y a d'autres idées aussi. Victor, justement, tu veux rebondir un petit peu sur la question des pourboires? Ouais, de manière générale, sur les salaires, j'ai juste un chiffre à partager. Nous, chez Big Mama en France, les salaires représentent 40% du chiffre d'affaires du restaurant. C'est juste un point de data que je veux partager. C'est élevé. Et je pense qu'il n'y a pas de mystère. Et en plus, on fait des gros chiffres d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est déployé dans les salaires. Et en fait, quand tu payes des gros salaires, en fait, les gens sont contents de venir au boulot, les gens font un bon service, les pâtes sont mieux cuites, il y a plus de clients, je gagne plus d'argent. À la fin, mon loyer, c'est toujours le même. Donc, mon loyer et un certain nombre de charges fixes s'en trouvent écrasés. Ça, c'est juste une première idée que je voulais partager avec les gens pour dire, il y a un moment, on fait pas de miracle. On n'a pas les restaurants avec le staff qu'a Antoine qu'on a chez Big Mama en payant des clopinettes. Ensuite, il y a moi j'ai deux approches sur les salaires. La première, et c'est le point d'Antoine de tout à l'heure, c'est de dire le meilleur moyen d'augmenter les gens, c'est de leur donner plus de responsabilités. Et la vraie beauté de la restauration, c'est quoi que tu fasses, en étant le meilleur manager du monde, il y a toujours des gens qui partent. Donc ça fait plein de trous dans l'organisation et c'est plein d'opportunités de faire grandir les gens. Donc moi, avec quelqu'un qui est là depuis 6 mois et qui me demande une augmentation pour le même boulot, je peux pas. Mais je peux lui souvent, au bout de 3 ou 4 mois, lui filer le job d'au-dessus. Et la vraie beauté de la restauration, c'est que ce qu'on fait, c'est pas rocket science. En particulier quand on utilise des outils intelligents, comme Combo, comme Sunday, comme 1000 autres, d'accord, comme Seven Rooms, comme ce que vous voulez. Quand on utilise des outils intelligents, c'est pas rocket science, c'est quelqu'un qui bosse bien depuis 4 mois chez Big Mama et capable de prendre le job d'au-dessus et au-dessus et au-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive à payer des meilleurs salaires et à fidéliser les gens. Et puis ensuite, ma dernière approche, c'est quoi les petites astuces? On a inventé Sunday chez Big Mama. Avant de monter une boîte tech, on a créé un outil pour nous et il était tellement génial qu'on s'est mis à le proposer à d'autres, mais on l'a inventé pour 2 raisons.
La première, c'est que si, en tant que serveur, je passe pas 30% de mon temps à porter une machine à carte, une addition, etc., ce temps-là, je peux l'utiliser pour m'occuper des tables. Donc, un mec qui s'occupait ou une nénette qui s'occupait de 6 tables, aujourd'hui, il peut s'occuper de 8 tables. À la fin, c'est plus de pourboire, c'est plus d'optimisation, ça me permet de le payer mieux. Alors là, vous allez me dire, ah, bah, ça y est, Sunday, on détruit les emplois dans la restauration. Non, mais je vous en prie, on manque de 270 000 emplois dans la restauration. D'accord ? À l'époque du Covid, on arrivait à réouvrir des restaurants avec Sunday qu'on n'arrivait pas à réouvrir sinon. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les pourboires. Dans les restaurants qui sont capables de mesurer les pourboires qu'ils ont sans Sunday, c'est-à-dire les pourboires qu'ils ont habituellement, soit parce que les gens laissent du cash, soit parce qu'ils en mettent sur la machine à carte bleue, dont notamment les établissements du groupe Bertrand, ou les Bouillons Pigalle, les Républiques à Paris, ou les Big Mama. Avec Sunday, on est entre 75 et 105% de pourboire en plus. Disons une moyenne à 95%. Si tu avais 100 euros de pourboire, tu en as 195. Pourquoi ? Parce que c'est juste plus facile de laisser un pourboire sur une application comme tu laisserais un pourboire sur Deliveroo ou sur Uber que d'avoir du cash dans les poches et pour 25 autres raisons. La première raison étant que ton serveur s'est mieux occupé de toi parce qu'au moment où tu voulais un café ou un dessert, il n'était pas bloqué 8 minutes pour partager l'addition en 6 de la table d'à côté. Ça, quand les pourboires sont multipliés par 2, aujourd'hui, l'augmentation de pourboire de Sunday représente 6% de la rémunération des serveurs chez Big Mama en France. Pierre Moussier, qui a monté Bouillon Pigalle et Bouillon République, des très gros établissements à Paris, me disait l'autre jour, j'espère que j'ai le droit de le répéter, il me disait « Ah ben maintenant, comme mon staff, ils me font chier parce qu'ils veulent ci, ils veulent ça, je leur dis si vous m'embêtez, je coupe Sunday. » Parce qu'il y a des gens qui font plus de 1 000 euros de pourboire par semaine. Et voilà, ça c'est les exemples de Sunday, mais je vois plein de commentaires qui disent ah les managers organisent pas bien les plannings. C'est tout l'intérêt de Combo, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être une rocket star pour pouvoir aider et faire des plannings et des choses intelligentes. Il y a plein d'outils qui permettent quand même de rajouter 5% ici, 10% là. Bah à la fin ça fait 15%, mais 15% sur le SMIC, c'est beaucoup. Il y a peut-être un autre levier qui est la cooptation. Je ne sais pas si Antoine, toi tu te sers de ça dans ton restaurant. Non, on n'utilise pas la cooptation, mais c'est une bonne idée, je trouve. Okay. Tu as un retour d'expérience à faire sur ça ou pas? Oui. Alors après, je ne veux pas donner des grandes leçons comme si nous, on était des… Nous, on a 80% de notre staff qui est italien. Donc oui, on a de la cooptation, c'est 500 euros, 250 euros si quelqu'un vient parce que tu l'as ramené et 250 euros quand il passe sa période d'essai, il ou elle. Et comme on a beaucoup d'Italiens et qu'il y a plein de gens d'Italie qui cherchent un job et il y a plein de gens qui veulent s'expatrier et que la restauration, c'est quand même un super moyen de trouver un job dans un nouveau pays, ça marche pas mal. Oui, ça marche pas mal et ça nourrit une dynamique d'entreprise qui est très bonne. Antoine parlait juste du simple plaisir de venir au boulot le matin au-delà de la mission, etc. Il y a déjà 7 ou 8 bébés Big Mama. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés chez nous, etc. Il y a plein de gens qui sont hyper potes avec leurs collègues. Ça fait partie de l'équation qu'on a dans notre groupe de restauration, oui. Bien sûr. Toi, peut-être, Antoine, tu as un feedback à faire sur l'utilisation de Sunday avant combien ils gagnent avant? Combien ils gagnent maintenant? Alors oui, par rapport à… Alors déjà, est-ce que je peux dire quelque chose par rapport au salaire? Oui, complètement. Ce que je voulais dire pour Cozy, toujours je parle de l'expérience à Cozy, évidemment il n'y a pas de secret pour que nos collabs puissent être payés correctement, il y a plusieurs leviers. Alors je vais être bref, mais déjà ce qui est très important c'est qu'il y ait un recrutement qui soit adapté, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qu'on recrute puisse se satisfaire du salaire qu'on est prêt à lui offrir. Ce que je veux dire par là, c'est que le même salaire, il peut rendre heureuse une personne, et il peut être refusé par une autre parce qu'il n'est pas assez élevé. Donc, c'est important de prendre en compte ça. Nous, par exemple, on sélectionne nos candidats pour qu'ils puissent être heureux avec les salaires qu'on leur propose. Et ça se joue, par exemple, notamment sur l'âge. Un jeune de 23 ans, il n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui a 35 ou 40 ans. C'est normal. Donc déjà, recrutement adapté. Ensuite, c'est évident, mais l'entreprise, elle se doit d'être prospère. C'est-à-dire que c'est le travail du restaurateur de créer une offre qui rencontre du succès et c'est aussi son travail en tant que restaurateur de bien gérer ses coûts parce que plus il dégage une marge opérationnelle importante, plus il peut payer ses salariés correctement. Plus de chiffre d'affaires, moins de charges, ça permet de laisser une place pour potentiellement augmenter ses salariés.
Donc ça, c'était aussi l'importance de la prospérité pour l'entreprise. Mais évidemment, ce qui est très important, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est les pourboires, parce que les pourboires, c'est une autre forme de rémunération qui n'est pas payée par l'entreprise, mais par les clients. Alors, nous, par exemple, chez Cozy, nos collabs ont des très bons pourboires, enfin, toutes choses, évidemment, relativement à leur travail et par rapport à l'entreprise que l'on a et au type de concept que l'on a. Mais nous, par exemple, chez Cozy, la capacité des équipes à obtenir des pourboires, c'est une démarche qui est profondément enracinée dans la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on promeut à tous les niveaux l'excellence dans le service client, et c'est en fait cette excellence dans le service client qui pousse les clients à laisser un pourboire. Et cette excellence dans le service client, en fait, c'est le dernier maillon d'une chaîne, et ce dernier maillon, c'est le contact avec le client. Et cette excellence, elle passe par quoi? Elle passe par le recrutement de la bonne personne par rapport à son concept. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une personne, elle peut être parfaite pour un bistrot à vin nature et elle pourrait ne pas être adaptée pour Cozy, et inversement. Donc, c'est important de recruter la bonne personne pour le concept que l'on a. Ça passe par une formation qui est adaptée. J'en parlerai tout à l'heure également, mais on a des managers qui sont bien formés, qui sont motivés à suivre leur équipe sur les aspects de la relation client et à les faire progresser sur ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans l'excellence du service client. Ça passe aussi par les produits concerts. Si jamais ça donne un sourire au client, il aura plus envie de laisser un pourboire. Ça passe aussi par l'ambiance du lieu. Parfois, ça passe même par la musique qui est diffusée. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir envie de laisser un pourboire parce qu'elle a bien aimé la playlist qu'on a passée. Donc en fait, ce que je veux dire par là, et je m'arrêterai là, c'est que c'est ce qui permet d'augmenter les pourboires et donc la rémunération indirecte, on va dire, des collaborateurs, c'est lié à une expérience globale. Et c'est très important que les restaurateurs pensent à cette expérience globale pour le client parce que ça peut significativement augmenter la rémunération du collaborateur et ça peut contribuer à leur fidélité. Alors ça, c'était donc par rapport à ce que je veux dire sur les salaires. Maintenant, pour répondre à la question sur Sunday, alors nous, c'est un petit peu moins que 100% en plus. On est à 40% d'augmentation, ce qui est déjà très bien. Mais après, on partait aussi d'un niveau qui était, je trouvais, très bien. Donc, ça permet quand même d'avoir des bons pourboires. Ok, merci Antoine. J'ajouterais que tes niveaux de pourboire à la base, ils sont extrêmement supérieurs à la moyenne des restaurants, mais même la moyenne des restaurants parisiens. En fait, donc on parlait du salaire, effectivement, ça pose problème. Mais Victor, tu parlais des commentaires tout à l'heure, justement, sur les plannings. Nous, le sentiment qu'on a avec la communauté, c'est quand on leur parle, et d'ailleurs, c'est le sujet de la restauration. La restauration, tu penses tout de suite, c'est des métiers où il y a une forte amplitude horaire, tu penses au service avec des coupures. Et quand on parle à la communauté, on se rend compte que, par exemple, il y a beaucoup de travailleurs qui aimeraient travailler sur 4 jours et avoir 3 jours de repos, ou avoir des horaires en continu, ou avoir des repos le week-end. Les horaires, clairement, c'est un gros truc et ça concerne en fait la qualité de vie au travail finalement. C'est quelque chose d'hyper important, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses en fait qui pourraient contribuer au bien-être en fait, à la qualité de vie au travail et qui ne sont pas forcément uniquement les horaires, quoi. Olivier, tu as quelque chose? Oui, moi, c'est pour moi la raison principale de l'image ou du désamour avec ce métier-là et ces métiers-là en général, c'est l'équilibre entre vie pro et vie perso, et qui, à mon sens, n'est pas du tout propre à la restauration, mais à ce qui est vraiment dans l'air du temps et qu'on retrouve dans toutes les entreprises, même dans nos entreprises tech. C'est le sujet numéro 1 de préoccupation avec l'épanouissement professionnel, le fait de grandir, d'apprendre, de s'améliorer. Voilà, on ne veut pas simplement être une ligne stable, horizontale. Les gens veulent progresser, ils veulent grandir. Et ils veulent le faire dans un environnement où leur vie perso est respectée, où ils peuvent s'épanouir à titre personnel aussi. Et c'est vrai que jusqu'à peu, c'était quelque chose qui était assez peu regardé dans la restauration. Donc nous, on voit 3 choses, on a remarqué 3 choses. On a vu des établissements qui réorganisaient leurs horaires d'ouverture et qui faisaient des choix parfois difficiles, c'est-à-dire de fermer certains jours ou de fermer certains services, afin de pouvoir avoir l'air dont ils avaient besoin pour pouvoir faire respirer leurs équipes.
C'est pas simple, mais certains sont très heureux de l'avoir fait. Ensuite, ce qu'on voit de plus en plus, c'est de réduire, c'est la recherche, la réduction des coupures. C'est de passer de 2-3 coupures à 1 coupure par semaine et de faire ça avec les équipes pour créer des roulements, etc. Mais, pour que la charge soit répartie de façon équitable. Et une chose qui est toute bête, ce que les gens demandent aujourd'hui, ce qui rend beaucoup, ce qui satisfait énormément les collaborateurs, c'est d'avoir de la visibilité sur leur planning. C'est-à-dire qu'ils peuvent anticiper, ils peuvent prévoir ce qu'ils vont faire dans 2 semaines, le week-end suivant avec leur conjoint, avec leur famille. Ils peuvent planifier un week-end ou une sortie. Ils peuvent organiser leur vie personnelle. Et ça, c'est une preuve de respect, je pense, pour l'employeur de faire attention à ça. Il faut aller au-delà de ce que demande le Code du travail. Je pense qu'il faut avoir à cœur, quand on est employeur, il faut avoir à cœur le bien-être de ses salariés. Et parce que s'ils sont bien dans leur basket, s'ils sont bien là où ils sont, après, ils s'occuperont très, très, très bien de leur vie. Merci Olivier. La pénurie de personnel, je trouve que ça a aussi un impact directement sur le travail finalement des serveurs et des cuisiniers. Quand il te manque du staff, quand il te manque un serveur le matin, tu supprimes pas forcément des tables, tu n'annules pas forcément tes résas, et donc en fait, ça se retrouve, ça se reporte. En fait, il y a une charge de travail qui se reporte sur le staff qui est là au boulot. Et ça, en fait, pour eux, ça veut dire finalement plus de pression, plus de stress. C'est là qu'on commence à voir les fights entre la salle et la cuisine. Ça peut avoir un petit côté un peu démotivant, quoi. Qu'est-ce que Victor? Excuse-moi, mais moi j'étais dans cette situation-là parce que j'avais 5 établissements avant de créer cette société-là. Donc, comme Victor, j'ai créé ma boîte pour d'abord mon usage personnel. Et le premier qui doit aller boucher les trous, c'est le patron. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très, très fatigant. Mais quand on le fait, on montre l'exemple, on fait preuve de solidarité. C'est ça, être leader d'équipe. Et puis après, quand les équipes grandissent, en fait, il y a une solidarité. Il faut être en première ligne. Et ensuite, quand on a montré l'exemple, il y a les autres qui font l'exemple, qui suivent derrière. On peut pas être patron et demander à des gens d'aller au casse-pipe, de souffrir et puis de rester en arrière. C'est pas possible. Voilà. Et après, il faut trouver la bonne organisation. Et je reviens à mon histoire de culture. Quand on réussit à créer un bon collectif au sein d'une équipe, il y a toujours des accidents, il y a toujours des impondérables. Mais quand il y a des gens qui sont un peu trop souvent, un peu trop régulièrement, qui sont un peu les brebis galeuses, etc., finalement, c'est le groupe qui gère la situation et qui fait que on préfère recruter des personnes qui s'intègrent bien au groupe et qui jouent le jeu. Victor, c'est ton point de vue aussi sur ce sujet? C'est 100% mon point de vue. J'ai peu à ajouter sur ce qu'a dit Olivier, qui est que on peut parler des outils, mais c'est avant tout la question du management et de l'esprit collectif de l'équipe. Donc là-dessus, j'ai rien à ajouter. Et après, moi, mon expérience de restaurateur et mon expérience avec Sunday, c'est que il y a plein de petites solutions pour pallier ce problème, parce que comme dit Olivier, ça arrive tout le temps. Et dans des restos comme chez Pink Mama, où il y a 100 personnes de staff, en fait, ça arrive à chaque service. L'accident, c'est chaque service. Et donc, comment on fait? Tu as des runners qui font des services en tant que chef de rang. Donc, en fait, ils gagnent significativement plus d'argent. Tu as les chefs de rang qui prennent plus de tables. Donc, en fait, ils gagnent plus d'argent parce que chez nous, les chefs de rang sont payés à la commission. Donc, en fait, si tu sers 5 000 euros de chiffre d'affaires ou 7 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas pas gagner la même chose que si tu en sers 3 000. Donc, si tu sers 8 tables, c'est mieux. Et si tu as un outil comme Sunday qui te permet en fait d'accélérer et de gérer plus de tables de manière satisfaisante, tu prends plus de pourboires, plus de salaire. Et puis ensuite, tu as un certain nombre d'outils. C'est le cas de Combo, c'est le cas de Sunday où qui te permet de clôturer ta caisse en exactement 5 minutes au lieu de la clôturer en 40, qui font qu'en fait, moi, ma responsabilité en tant que patron de restaurant, c'est de dire comment je vais faire pour que mes serveurs en salle et mes chefs en cuisine, ils soient essentiellement concentrés sur la partie noble de leur métier. La partie noble pour un serveur, c'est quand tu interagis avec le client. La partie noble pour un chef, c'est quand tu es en train de cuisiner parce que c'est de facto ça qui va être mangé. Mais en fait, faire mes commandes, faire mes plannings, porter une machine à carte bleue, clôturer ma caisse, tout ça, il faut qu'on invente des logiciels pour le faire et pour que ça prenne plus que 2 minutes.
C'est ce que vous faites, Olivier, c'est ce qu'on fait chez Sunday, c'est comment on fait pour que les gens se concentrent sur la partie la plus noble de leur métier. Moi, de la même manière, ce que j'aime dans ma boîte, c'est quand je crée la vision de la boîte, et puis quand je crée des plans tactiques, et quand je manage avec mon équipe, et quand je vais au contact de mes clients, répondre à mes mails toute la journée. J'aimerais bien qu'il y ait des machines qui fassent ça. Je pense que c'est la même chose pour un restaurant. Toi, Antoine, c'est un tout petit peu plus facile. Pardon, je vais rajouter une petite chose. C'est un tout petit peu plus facile quand on a plusieurs établissements aussi. Moi, j'avais 5 établissements et je me rappelle que lorsque le matin, on avait un pépin, on pouvait facilement demander à un autre établissement, OK, comment est-ce que vous êtes, et on pouvait se prêter un équipier en dernière minute, et ça permettait d'équilibrer un petit peu la charge. Je pense qu'il faut effectivement oser dire la vérité. Opérer des restaurants qui sont soit qui font la taille d'un Big Mama, c'est-à-dire où tu as plus de 100 personnes de staff et on en a 15, soit qui sont fermés le soir, comme c'est le cas d'Antoine, en milieu urbain, où tu peux embaucher des jeunes à Paris, où il y a plein d'offres, c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir un seul établissement, là où habitent mes beaux-parents ou mes parents au fin fond de la Cambrousse, en province, là où je suis né, et où les gens qui veulent bosser, ils ont plutôt 45 ans et ils ont 3 gosses, donc ils peuvent pas bosser le soir et le week-end. Et évidemment, il y a aussi des fondamentaux que même avec la meilleure culture d'entreprise du monde et les meilleurs outils, on n'arrivera pas à compenser. Toi, et il ne faut pas se mentir là-dessus. Toi, Antoine, tu as un retour d'expérience justement peut-être à partager sur les conditions de travail. Oui, je peux parler un peu de nos conditions de travail. On essaye de rendre chez Cozy le travail plus simple. Alors, je peux donner juste être rapide sur les exemples. D'abord, ça commence en amont, c'est-à-dire que quand on est en train de travailler sur l'architecture du local commercial, on travaille beaucoup sur l'ergonomie. Parce que travailler sur l'ergonomie de l'espace, ça permet de réduire la pénibilité plus tard pour les collaborateurs qui y travaillent. Ensuite, on fait très attention aussi au choix de l'équipement que l'on prend. Et je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, tous nos baristas sont équipés d'une machine La Marzocco KB90, peu importe le jargon. En gros, c'est une machine qui coûte assez cher parce qu'elle est assez technologique et notamment qu'elle permet d'éviter la torsion du poignet quand on met le percolateur. En réalité, quand on fait 200, 300 ou 400 cafés par jour, ça fait une grosse différence pour le barista à la fin de la journée en termes de réduction de pénibilité au travail. Donc, on met en place des choses comme ça. Mais ce qu'on permet aussi, c'est on permet à nos collabs de pouvoir s'épanouir au travail. Et l'une des façons de le faire, c'est les perspectives d'évolution. Alors souvent, c'est un peu un grand mot qu'on utilise, mais qui est un peu vague. Nous, c'est quelque chose qui est très concret, c'est-à-dire qu'on fait des formations qui sont assez poussées en interne. Et ces formations, vous les faites dès la première strate de management. Et ce sont des formations qui durent une dizaine de jours. Vous n'êtes pas en boutique, vous êtes dans nos bureaux. Et ça couvre des sujets aussi divers que le service client, le déploiement, l'onboarding ou la gestion de la masse salariale. Et comme nous, on est une entreprise, alors on est une jeune entreprise, mais on est une entreprise en croissance, il y a une espèce de cercle vertueux de la promotion interne qui se met en place, parce que c'est très motivant à la fois pour les collabs qui ont envie de progresser parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir le faire, et c'est très intéressant et motivant aussi pour les collabs qui ont leur formation parce qu'ils sont en train d'être promus, parce qu'ils réalisent en fait que ça va leur servir dans leur travail, mais ça leur servira également dans leur vie personnelle et ça pourra aussi leur servir dans toute leur vie professionnelle future en réalité. Bon, et puis ensuite, je passe le fait, c'est évident qu'évidemment, quand on devient manager, on a des primes financières qui sont non négligeables et qui sont intéressantes. Donc là, par exemple, je viens de donner des exemples concrets pour améliorer les conditions de travail ou la rendre plus simple, mais comme je disais en introduction, moi, j'estime que ce n'est pas le travail et uniquement le travail qui permet d'être heureux. Je pense que c'est l'ensemble de notre vie et comme disait Olivier tout à l'heure, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle qui, je pense, permet d'être heureux. Alors, je vais vous donner des petits exemples. Chez Cozy, comment est-ce qu'on essaye de rendre possible cet équilibre pour nos collabs? Bon, déjà, ça a été dit tout à l'heure, on a des emplois du temps qui sont fixes. Ça permet à nos collabs de se projeter dans leur vie personnelle. Parce que sinon, comment est-ce que vous voulez pouvoir planifier un cours de yoga le mardi ou un cours de musique le mercredi si toutes les semaines, votre emploi du temps change? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, et ça, c'est rendu possible
par notre concept. Hein. On n'a aucune coupure et on n'a pas de travail le soir. C'est du travail en journée, mais on a un concept de all day brunch. Donc forcément, ça veut dire qu'à 16h ou 17h, tous nos collabs, ils sont partis et ils peuvent commencer à vivre leur vie personnelle, aller rejoindre leurs amis, aller au cinéma, vivre, quoi. Donc ça, on a cette chance-là. Ensuite, un autre aspect, et je finirai par ça, on n'utilise aucun SMS pour communiquer. C'est-à-dire que tout passe par une messagerie interne, hein, ça s'appelle Slack, hein, c'est très connu, et toute la communication interne passe par Slack. Et ce qui est bien, c'est que les notifications peuvent, on fait se couper les notifications le soir, et pour les collaborateurs, et ils peuvent également couper manuellement les notifications pour, par exemple, leur jour off ou bien quand ils sont en congé. Et je trouve que c'est vraiment super parce que ça veut dire qu'il y a, sans le SMS, il y a une vraie distinction entre le pro et le perso. Et toutes ces petites choses mises bout à bout, ça explique pourquoi chez Cozy, on a un taux de turnover très faible. Voilà. Merci Antoine. Tu parlais en fait du sens du métier tout à l'heure. On peut rebondir sur ça parce qu'on en a pas mal, on l'a pas mal évoqué sans aller trop en détail dessus. En fait, est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu le sens de ces métiers? Il y a par exemple une expression qu'on entend, que moi j'entends souvent, qui m'horripile. Parfois, on dit qu'en fait les serveurs ce sont des porteurs d'assiettes. Ça, en fait, est-ce que ça ne veut pas dire que tout simplement on a perdu un petit peu le sens de ces métiers? Et notamment, tu en as parlé, Olivier, ce truc de ce sentiment d'appartenance qui est hyper important. On l'entend aussi souvent. On entend que, tu vois, la restauration, c'est une grande famille, en fait. Le fait de travailler en décalé, tu vois, ces services hyper speed. En fait, tout ça, c'est une sorte de cohésion d'équipe. Comment est-ce qu'en fait, on fait pour créer cette famille au sein de son restaurant, créer ce sentiment d'appartenance, et comment on fait pour faire que les gens retrouvent du sens dans leur métier? Moi, personnellement, je pense que la solution, c'est de considérer le restaurant comme une vraie entreprise. Et quand une entreprise, dans le sens où en fait, c'est un endroit où on passe une très, très, très grande partie de notre vie. Donc, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie. Ça, je suis entièrement d'accord avec Antoine. Mais c'est une partie importante dans notre vie qui peut être extrêmement enrichissante, qui peut apporter énormément d'émotions, de joie, d'épanouissement, qui peut apporter des amitiés, parfois même, je dis même des amours. Mais moi, lorsque je vois, là, il y a quelques jours, on a fêté le départ d'une collaboratrice qui est dans l'entreprise depuis 4 ans. Et donc, les équipes avaient fait une vidéo qui retraçait les 4 dernières années. Mais quand on voit ça, quand on voit le bonheur, quand on voit les sourires, quand on voit les moments de rigolade, les moments que tous ces jeunes ont passés ensemble, c'est une tranche de vie dont ils se rappelleront toute leur vie. C'est énorme, c'est fou. Donc, je pense que, et moi j'ai des copains qui sont restaurateurs, et ils veulent créer ça. J'ai des copains, ils ferment leur restaurant une fois par an pour faire une énorme fête avec tous les collaborateurs. Ils peuvent organiser des off-site. Ça n'est pas réservé qu'aux startups ou aux entreprises du CAC 40. C'est avoir vraiment le souci de reconnaître, de créer du lien, de reconnaître l'affect qu'il peut y avoir entre les gens, en plus qui ont traversé des épreuves, parce que quand on se prend un coup de feu, quand il y a des trucs qui marchent pas, quand il y a la marchandise qui est pas là, quand on a des clients qui râlent et qu'il faut quand même avoir le sourire et servir le client, waouh, il faut encaisser tout ça. C'est une formidable école de la vie. Moi, je pense que quand on est jeune, c'est un des meilleurs métiers, je trouve, pour apprendre ce que c'est que l'école de la vie. C'est fantastique. Quand on ressort de là, on est endurci. Donc, on apprend plein de choses. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais putain, qu'est-ce qu'on s'éclate. Donc, ça, il faut le préserver, il faut le sanctuariser, il faut s'en occuper. Et ça, c'est le rôle du patron. Voilà. Donc, oui, donner du sens. L'idée, c'est pas de dire j'ai monté un restaurant pour sauver la planète. C'est pas ça.
Mais donner du sens, c'est, oui, avec ma vision, quand j'ai voulu monter ce restaurant, j'avais envie de faire ça. Et ça, je voudrais que vous le compreniez. Je voudrais que vous le viviez avec moi. En fait, est-ce que vous êtes, voilà, je vous embarque avec moi dans mon voyage. Et lorsque les gens ils comprennent ça, lorsqu'on peut présenter les chiffres, on peut être transparent sur les chiffres, on a un formidable rôle d'éducateur à faire auprès de jeunes qui sortent d'école, qui ne connaissent rien au monde de l'entreprise, pour leur expliquer comment fonctionne une entreprise. Ça fait aussi partie de notre métier. Donc, donner du sens, c'est ça, bien onboarder, valoriser, montrer du respect à ses collaborateurs quand on les accueille, leur donner les bons outils, la bonne formation, prendre le temps de les reconnaître, de les former, de leur dire bravo, tu as bien bossé, ou de leur dire bah là, attention, il faut que tu fasses mieux la prochaine fois. Pour moi, c'est vraiment les bases du management. Et les outils digitaux derrière, après, ça, c'est le gadget qu'à mon avis, il faut avoir. Mais à la base, si on n'a pas ça, on est mal parti. Victor, tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Antoine et par Olivier. Je citerai juste mon associé Tigrane, restaurateur chez Big Mama, qui a un jour dit à un journaliste, j'étais à côté, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit comme folie, mais à vrai dire, il avait très raison. Je l'ai entendu dire, j'en ai rien à foutre de mes clients. Ce qui compte, c'est mon staff. C'est volontairement un petit peu choquant, mais ça laisse à penser qu'en tant que patron de restaurant, si on prend soin de nos équipes, et c'est un métier à temps plein, ils prendront soin de nos clients. Antoine, tes serveurs, ils sont contents de venir au travail? Il faudrait leur demander. Ça se voit, hein, ça se voit quand on va chez Antoine. Mais merci, ça fait plaisir. Alors, il faudrait leur demander. Je pense que rien n'est idéal, évidemment. Mais ça se ressent en effet. Et je pense même parfois, qu'on peut sentir le chiffre d'affaires d'un endroit rien qu'en voyant comment le staff interagit entre eux. Mais en tout cas, par exemple, chez Cozy, franchement, moi, je crois véritablement que quand on amène une assiette à table à des clients, par exemple des pancakes aux fruits frais de saison ou un petit cœur sur le flat white et qu'on voit le visage qui s'illumine, c'est un élément qui est important pour l'estime de soi qu'ont nos collabs de leur travail. Et lorsque l'on voit sur Google Review, lorsque nos collabs vont sur Google Review et qu'ils voient leur nom avec un 5 étoiles qui est cité, leur nom qui est cité sur un avis 5 étoiles, en fait, ça les rend fiers. Et nous, chez Cozy, on cultive cette fierté, on ne la minimise pas. Et sans compter que, en réalité, la bonne ambiance, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce que disait Victor, c'est ce que disait Olivier, mais c'est vrai. La bonne ambiance dans une entreprise ou dans un restaurant, peu importe, c'est hyper important. Venir au travail en sachant qu'on retrouve des personnes qu'on apprécie, ça rend l'expérience de sa journée beaucoup plus sympathique. Et nous, en interne, on cultive cette bonne ambiance. Et j'irai même plus loin, je dirais que cette bonne ambiance au sein de l'équipe, ça se retranscrit aussi dans la relation qu'on a avec les clients. C'est-à-dire que on parle parfois des clients difficiles. Et oui, en effet, il y a des clients difficiles qui sont pas forcément sympathiques. Ça peut arriver. Mais en réalité, je suis convaincu que les clients sont un peu le miroir de l'entreprise. C'est-à-dire que si Cozy est cool avec les clients, en réalité, on aura des clients cool. Et forcément, c'est plus agréable de travailler dans un environnement où nos clients, ils sont bienveillants, ils sont solaires. Mais je suis aussi convaincu que c'est parce que nos collabs sont bienveillants et solaires qu'on a des clients qui sont sympathiques. Antoine, tu parlais tout à l'heure des outils que tu utilisais au restaurant. Oui. Donc, oui, tu utilises Combo, tu utilises Sunday, tu utilises Slack. Tu m'as dit en off que tu utilisais A-Team aussi. En fait, qu'est-ce que tu trouves que le digital apporte dans ton quotidien de restaurateur? On entend parfois des personnes qui disent le digital, oh là là, ça fait moins d'humain, quoi, ça déshumanise. Je trouve que ça n'a aucun sens de dire ça. Pour moi, le digital, si c'est bien utilisé, ça permet en réalité l'exact inverse.
Alors, je peux citer des exemples précis, parce que je suis un peu là pour ça, je suis là pour un peu essayer d'être concret, en tout cas à travers mon expérience. Déjà, on utilise Combo, bien sûr. Bon, Combo, c'est quand même essentiel, puisque grâce à Combo, nos collabs, ils ont leurs emplois du temps en avance pour pouvoir se projeter dans leur vie perso. C'est ce que tout à l'heure disait Olivier, mais c'est vrai, ça change tout en fait, pour que des personnes puissent se projeter dans leur vie perso, ça change tout, et Combo, ça rend les choses plus simples, et ça permet d'éviter à la personne qui fait le planning d'avoir des talents incroyables sur Excel ou de faire ça sur le papier. Donc ça permet un gain de temps fou. Ensuite, Sunday. Bon, expliquez-moi en quoi ça crée une profonde connexion humaine qu'un serveur aille chercher un ticket à la caisse, l'amène à la table, qu'il aille chercher le TPE, qu'il l'amène, qui pianote sur le clavier le montant que le client veut payer, lui tende la machine. En quoi est-ce que ça, c'est créer une connexion humaine? Moi, ce que je crois, c'est que justement, en n'ayant pas à faire ça, ça permet à nos collabs de pouvoir créer une connexion authentique avec le client et pas juste une sorte de connexion transactionnelle. Donc, je crois que là, en l'occurrence, encore une fois, le digital permet de créer du lien parce que ça leur libère du temps pour créer ce lien. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on leur demande d'utiliser ce temps en plus, c'est pour créer du lien. Ensuite, Slack, j'en parlais tout à l'heure. J'ai parlé des notifications qui étaient désactivées, mais je peux parler d'autres choses. Nos collabs, ils utilisent aussi Slack pour échanger sur des sujets qui sont parfois privés, dans des groupes qu'ils se créent. Ils échangent entre eux, ils peuvent se souhaiter leur anniversaire, ils s'envoient des photos. Bref, ils créent du lien grâce à cela. Et enfin, juste à l'instant, Émilie t'a parlé de A-Team. En effet, c'est un outil qu'on utilise chez Cozy pour l'onboarding, c'est-à-dire pour le fait de prendre par la main un nouveau collaborateur avant même son arrivée dans l'entreprise et jusqu'à son arrivée, même après son arrivée dans l'entreprise. Et en fait, l'intérêt, c'est que le nouveau collab, en fait, il est intégré à l'équipe avant même son arrivée. Il peut échanger avec elle. Si jamais il a des questions, sa future équipe peut lui répondre, ou en tout cas son manager. Elle a aussi accès au profil des futurs collègues. Et comme les personnes, enfin les collabs chez Cozy, ils mettent un peu leur centre d'intérêt dans leur profil, ça permet à l'avance à la nouvelle recrue de commencer à connaître ses collègues. Et puis même lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, de pouvoir briser la glace plus facilement parce qu'ils ont l'impression de déjà connaître leur équipe. Donc en réalité, c'est un outil qui est digital, mais qui a un vrai intérêt humain. Donc tout ça pour dire que je suis absolument convaincu que lorsque le digital est bien utilisé, ça permet d'humaniser encore plus l'entreprise en réalité. Merci Antoine. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Du coup, on va peut-être passer aux questions. On a une question. Il vaut peut-être mieux un peu augmenter la masse salariale que payer les coûts cachés du TO de l'absentéisme. Qui se lance? Ça fait aucun doute, hein. C'est-à-dire qu'un resto qui n'a pas assez de staff pour servir les clients, c'est la spirale négative de j'ai moins de staff, donc je sers moins mes clients, je les sers moins bien, je gagne moins d'argent, j'ai moins d'argent, je paye moins mon staff. La spirale positive, c'est j'ai plein de staff, j'ai un beau resto, j'ai un bon menu, les clients viennent, ils sont super contents, ils en parlent chacun à 10 personnes, qui en parlent à 10 personnes, j'ai un restaurant plein, j'ai plus de staff. Donc, sans parler du détail de là où tu économises et là où tu gagnes, oui, il faut être staffé. C'est le point de départ. On est des restaurateurs, on doit être généreux, on doit commencer à donner aux clients et je pense que les clients nous le rendent bien sur la durée. Ouais, pour mesurer ça, enfin, dans le métier, on appelle ça le ratio de productivité, c'est-à-dire c'est le chiffre d'affaires qui est généré par chaque heure de travail. Et en fonction de votre modèle, si vous êtes un restaurant, si vous faites de la restauration rapide, si c'est de la restauration classique, assise, enfin peu importe, vous avez un ratio qui doit être votre ratio à vous, propre à votre établissement. Admettons que c'est 50 €, que vous avez déterminé que c'était 50 € par heure de travail. Effectivement, si vous mettez trop de personnel, votre ratio va chuter. Et si vous ne mettez pas assez de personnel, votre ratio il va monter. Et là, le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se dire mon ratio il est très élevé, je devrais être à 50, il est à 70, c'est génial.
Bah non, parce que si elle est à 70, ça veut dire que vous avez les gens qui font la queue, ça veut dire que les gens, ils attendent, ils râlent, etc. Donc, sur le papier, vous allez avoir un bon ratio, mais le lendemain ou dans les semaines qui suivent, vous allez avoir moins de clients parce qu'ils seront fatigués d'attendre et ils ont eu un mauvais service. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Donc, oui, effectivement, la solution, c'est pas de réduire le staff pour économiser les coûts. Il y a une question très pratique. Comment ces pourboires sur Sunday, comment ces pourboires sont-ils traités en paix fiscalement? Alors en France, depuis maintenant quelques mois, les pourboires ont été totalement défiscalisés. Donc après 50 ans où l'État a dit on ne sait pas trop, les pourboires c'est compliqué, l'État a officiellement statué. En tant que restaurant, vous encaissez, disons, 100 € de pourboire pour un salarié pendant la semaine. Vous pouvez lui reverser à travers sa fiche de paye officiellement et légalement sans payer d'impôt là-dessus. Autant dire que c'est la meilleure solution. Vous pouvez encaisser, vous êtes obligé de cacher les pourboires, les faire en cash, de transformer les pourboires, laisser en carte bleue, en cash. Enfin, toutes ces semi-magouilles qu'on a dû faire pendant des années parce qu'il y avait une zone grise fiscale. Aujourd'hui, c'est 100% clair, 100% simple et ça ne pourrait pas être mieux. Je suis effondré quand je vais dans un restaurant qu'ils n'ont pas Sunday. Alors déjà, je suis effaré, mais quand en plus je demande la machine à carte bleue et que je dis est-ce que je pourrais laisser du pourboire sur la machine et que là on me dit ah non, c'est pas possible parce qu'il y a un expert comptable, je sais pas où, qui a dû un jour dire que c'était compliqué et je suis là et je peux pas laisser de pourboire alors qu'aujourd'hui la loi l'encadre de manière très simple. Ok, autre question. Quel type de contrat permet de payer à la commission? À la commission, ben, vous avez comment ça s'appelle? Ça se fait plus trop, ça. C'est comment ça s'appelle? C'est les anciens établissements qui faisaient ça. Enfin, ça continue à se faire, mais J'ai pas la réponse ils se partagent le service. J'ai pas la réponse précise de ce qu'on fait chez Big Mama, mais mon adresse mail c'est victor.luger@sundayapp.com. Et si vous m'écrivez, je verrai avec le DRH de Big Mama si on a des contrats particuliers. Mais je pense qu'on a des CDI. C'est le service au point. C'est pas la rémunération au point. Je crois pas qu'on ait quelque chose de très compliqué. Je crois qu'on a un truc assez standard et assez simple qui dit tu as un salaire fixe qui est de temps et derrière tu as un complément de rémunération qui est lié au chiffre d'affaires que tu auras processé et c'est tel pourcentage dans la limite minimum de ça et maximum de ça, pour faire simple. Je pense que c'est juste prévu dans le contrat de travail. Ça doit être un CDI classique et puis ensuite c'est une prime qui est liée au chiffre d'affaires qui est généré par le collaborateur. Oui, c'était assez simple. Oui. Très bien, on continue. Alors, oui, la coupure est un véritable frein à l'équilibre, on est d'accord. Quelle solution pour mettre en place des plannings sans coupure dans des restaurants traditionnels ouverts midi et soir sans augmenter significativement sa masse salariale? Vous avez 4 heures. Mais non, mais c'est une question qui est très difficile parce que là, c'est une question stratégique en fait. Ça demande une réflexion stratégique. C'est difficile de répondre juste comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, sachant qu'en plus, on a créé un concept où on n'avait pas justement à avoir ça. Forcément, on a tout fait pour pas avoir ça. Donc, je pense que Victor et Olivier pourront peut-être plus répondre. Moi, les quelques personnes qui m'ont expliqué comment elles avaient fait, elles avaient concentrer les heures de travail de certains salariés sur certains jours et elles avaient réussi à n'avoir qu'une seule coupure dans la semaine pour chaque salarié. Mais ça veut dire que par contre, elles restaient ouvertes, je crois. Elles avaient décidé de rester ouvertes entre les deux services, mais avec juste une ou deux personnes. En fait, la configuration dépend tellement du lieu. Si c'est un restaurant traditionnel qui est à la campagne, au milieu de nulle part, il y a au zéro passage. C'est pas pareil que si vous avez un restaurant en plein centre urbain. Donc, parfois, il n'y a malheureusement pas de solution. Nous, chez Big Mama, on y arrive parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Et parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 et midi et soir, on a plusieurs shifts, c'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe, on a plusieurs équipes. Ça nous donne de la latitude et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire bosser les gens sur 4 jours, dont une seule coupure.
mais on n'y arriverait pas si on n'avait pas ce volume-là. Et avec beaucoup de rotation de table également. Parce que si jamais on n'a qu'une rotation de table, Ouais. c'est pas la même amplitude horaire pendant le shift que si jamais on en a 4 ou 5. Très bien. Autre question. Déjà, merci à tous pour votre partage. J'aurais aimé savoir comment optimiser le recrutement lors du lancement d'une première enseigne, première expérience. Vas-y Antoine, là tu es en train, t'en ouvres un là. Oui, alors bon, là en l'occurrence, nous, on croit beaucoup dans la promotion interne, donc on utilise nos ressources en interne qu'on va projeter sur la nouvelle ouverture pour que l'équipe soit bien chapeautée et qu'il y ait tout de suite la culture COSI dans cette ouverture. Donc, ça ne concerne pas ce qui vient d'être dit. Mais il faudrait savoir ce qu'on entend par optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Et puis, combien de personnel doit être recruté? Combien de chiffre d'affaires est prévu? C'est difficile de juste dire comment optimiser sans avoir plus de détails. Disons que c'est sûr qu'au début, alors je ne sais pas comment s'appelle la personne qui dit ça, mais elle va beaucoup travailler, mais ce sera pour toi. Donc, ce sera plaisant, mais tu vas beaucoup travailler. C'est ça, en fait, l'optimisation. Quels sont vos conseils pour développer la cohésion dans les équipes lorsque les emplois du temps des collaborateurs se croisent ou ne coïncident pas? C'est là où le digital aide beaucoup. Parce que d'avoir des outils digitaux qui permettent justement de se retrouver virtuellement, ça permet de créer du lien, des échanges. L'exemple de Antoine était très parlant. Et surtout qu'aujourd'hui, les salariés de la jeune génération, c'est leur mode de vie, ils sont dans le partage digital, donc c'est naturel. Donc ça, c'est clairement, ça doit se faire naturellement. Et puis après, c'est pour créer des moments aussi, des moments de retrouvailles. Je dis pas qu'il faut que toutes les semaines, il faut faire un pot, mais de temps en temps, faire un petit événement où tout le monde se retrouve. Il dit, voilà, je vous offre ce moment, cet apéro, ce dîner, peu importe, ce match de foot. Ça peut créer des moments de convivialité. Après, il y a forcément des moments où les personnes vont se croiser, même si jamais c'est pas le même jour. Une personne qui travaille un midi un jour peut travailler un soir un autre et du coup croiser quelqu'un d'autre. Ça peut créer du lien comme ça. Non? Si, ça peut, mais moi, d'expérience, je sais que j'ai eu des personnes qui se croisaient pas parce que, par exemple, quand tu as moi, je sais pas si c'est le cas chez toi, mais j'avais pas mal d'étudiants qui travaillaient aussi. Et donc, oui. qui étaient, par exemple, le week-end et qui ne croisaient pas les personnes qui travaillaient dans la semaine. Alors, j'avais quelques cas comme ça. Mais ils croisent quand même des personnes. Oui, bien sûr. Mais pas tout le monde, peut-être. Au bout de 3 semaines, ils pouvaient croiser pour la première fois un autre salarié de la même entreprise, quoi. Après, même un travail dans un bureau, imaginons un open space, il y a 100 personnes sur l'open space, on ne va pas forcément connaître tout le monde ou parler à tout le monde. On se débrouille. Ils sont très créatifs. Alors, dans la restauration, un recruteur à temps plein gère combien de postes ouverts en moyenne? Je ne sais pas. Un recruteur externe ou interne? Parce que nous en interne, ce sont nos managers qui gèrent les recrutements. Donc, du coup, ils gèrent leur équipe. Mais je pense que c'est si tu veux avoir quelqu'un dans ton établissement qui fait que ça, en fait, que du recrutement. À partir de ton poste, en fait, tu as besoin de quelqu'un qui fait ça à temps plein. Ah oui, alors ça, je pense que c'est d'être pour des très, très gros établissements. Donc là, c'est peut-être Victor qui connaît mieux. Nous, on recrute 2500 personnes cette année et on a 4 personnes à temps plein, plus beaucoup d'huile de coude au sein des restaurants. Et les recruteurs, ils font du recrutement, mais ils font aussi le lien avec les écoles, les partenariats avec les écoles, en l'occurrence en Italie ou en France, les écoles de cuisine. Enfin, c'est ça aussi que font les recruteurs. Et pour revenir sur la question de comment optimiser le recrutement, nous, on recrute 80% de gens qui n'ont jamais bossé dans un restaurant, mais qui sont des gens qui ont envie de bosser,
qui aiment les gens, qui ont la culture du service et qui se lèvent le matin en disant, moi, je suis serveur et je trouve que c'est un beau job. Parce que ça, tu peux pas l'enseigner à quelqu'un. On se dit toujours, je peux apprendre à des gens à pas mettre les doigts dans les verres quand ils les débarrassent, mais on peut pas apprendre aux gens à faire des sourires. Et le plus simple, c'est de pas chercher des moutons à 5 pattes, mais des gens qui ont la dalle, qui se défoncent, qui adorent les gens et qui ont 15 ans d'expérience dans la restauration et qui sont payés le SMIC, ça n'existe pas. Donc, à choisir, nous, on a préféré avoir des gens qui sont passionnés, qui sont bosseurs, qui ont de l'esprit d'équipe. Donc, ça répond à l'autre question de comment tu crées l'esprit d'équipe. Tu le crées pas, tu recrutes des gens qui aiment leur équipe, qui ont envie de ça, et ils le créeront tout seuls, l'esprit d'équipe. Le seul truc, c'est qu'ils savent pas faire de restauration, bah, on leur apprend. Et derrière, on a 20% de gens qui savent faire, parce qu'effectivement, en cuisine, on a besoin de gens qui ont au moins 1, 2, 3 ans d'expérience, au moins sur la moitié des postes. Il y a une question sur le coût des solutions dont on parle. Tout le digital, toutes les apps dont on parlait ont un coût. À quelle hauteur pour Sunday, pour Combo? Ça, c'est une très bonne question. Ça dépend déjà évidemment, enfin, ça va dépendre, quel que soit votre restaurant, de la taille du restaurant, de l'usage que vous en faites, etc. Moi, je vous donne un exemple très bête chez Sunday. Sunday, ça coûte tout compris moins de 0,3% de ton chiffre d'affaires. Et avec ça, tu tournes tes tables 12% plus vite. Effectivement, si ton resto il est tout le temps aux 3/4 vide, etc., bah c'est hein, et tu upsell, c'est-à-dire que ton ticket moyen augmente entre 4 et 6% et tes tables tournent 12% plus vite. Et ça t'a coûté 0,3%. Donc la vérité, c'est que c'est l'exemple de Sunday. La rentabilité, elle est pas immédiate. La rentabilité, elle est au centuple. Combo, le temps que tu vas payer des mecs à faire des Excel de planning, de trucs, et le temps que tu vas payer ton expert comptable quand tu vas avoir un contrôle URSSAF, et enfin, tu l'as payé 700 fois Combo. Tu as payé Combo, tu es parti 3 fois en vacances à l'île Maurice. Il va nous sortir les tarifs Combo maintenant. Non, Combo, j'ai pas les tarifs en tête, mais le prix, il varie en fonction de la taille de l'établissement. Donc, si tu as un petit établissement avec 6, 7, 8 salariés, je crois que ça doit être aux alentours de 70 balles. Et puis après, ça monte aussi selon si tu as des établissements qui sont à 20, 50, 100 salariés. Voilà. Mais franchement, j'ai pas les tarifs en tête. Mais ça s'adapte à la taille du client, à la taille de l'établissement. Et ça fait des plannings, mais ça fait surtout aussi la génération des fiches de présence et le calcul de tous les éléments variables de paye qui sont ensuite envoyés directement au comptable ou à la paye dans le logiciel de paye, ce qui fait que là où avant il fallait des heures et des heures, voire des jours pour préparer les payes, ça peut se faire en quelques minutes. Donc c'est un gain de temps énorme. Oui, parce que là, on parle du coût, c'est-à-dire ce qui vient se déduire du chiffre d'affaires, mais il faut aussi, je pense, c'est important de raisonner sur le coût du temps gagné. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, mais en réalité, le temps économisé, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que ça vous permet potentiellement, pas forcément de faire plus de chiffre d'affaires, mais ça vous permet de consacrer plus de temps pour votre activité, ou bien aussi pour votre vie perso. Je reviens sur ça, mais c'est pour votre vie perso. Et quand vous êtes restaurateur, vous travaillez beaucoup. Quand vous travaillez beaucoup, ça peut être agréable aussi d'avoir un peu de temps pour vous. Olivier, Victor, Antoine, merci pour votre temps, c'est génial. Lors de l'ouverture d'une première enseigne, où est-ce que vous allez chercher vos profils pas forcément formés? Et donc là, elle cite Salon, Pôle emploi, vos réseaux. Salon, Pôle emploi, vos réseaux et toutes les autres idées qui vous passeront par la tête. On ratisse le plus large possible. Tout à l'heure, Antoine l'a dit, les recommandations de l'équipe, c'est le numéro 1. Vos réseaux, c'est le numéro 2. C'est con, mais moi je bosse avec mon père, mes 2 meilleurs potes, ma femme, ma sœur. C'est pour vous donner un exemple de comment on s'applique ça à nous-mêmes, même au niveau de notre boîte. Va chercher les gens autour de toi que tu connais et qui iront chercher les gens qui connaissent. Et c'est aussi comme ça que tu crées une équipe qui rapidement est soudée parce qu'en fait, il y a de la capillarité entre les gens, il y a déjà des liens qui existent. Moi, je commence par là. Et derrière, c'est effectivement tout ce qui a été cité. Moi, à l'époque, j'avais utilisé des journaux étudiants pour les étudiants étrangers qui étaient installés à Paris. Parce que
le concept de mes établissements, c'était un concept qui était anglo-saxon et qui était. Et je voulais avoir une ambiance très étudiante, très cosmopolite. Et donc, j'avais recruté des étudiants qui venaient un peu de l'étranger au début et qui avaient une culture aussi. C'est parce que c'est très naturel et très normal, par exemple, pour des étudiants étrangers de travailler dans la restauration pour financer leurs études. Ça l'était beaucoup moins pour les étudiants français à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais après, finalement, ce qui s'est passé, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Et toi, Antoine, tu fais comment? Alors, donc nous, on a la chance d'avoir quand même une belle communauté sur Instagram. Donc, parfois, quand on a besoin, on peut poster sur Instagram. Sinon, on poste sur différents sites. Indeed, par exemple, qui est un site de recrutement qui est assez important. Ça permet d'avoir pas mal de candidatures déjà. Et ensuite, en effet, il peut y avoir de la cooptation. C'est vrai qu'on ne la rémunère pas pour le moment parce que je n'y avais pas pensé, mais je trouve ça très intéressant comme idée. Donc, je pense que je vais y réfléchir. Alors, j'ai l'impression que c'est la dernière question, Sarah. Ouais. Alors, sujet toujours un petit peu touchy entre la salle et la cuisine. La cuisine reçoit-elle des pourboires aussi ou seulement les serveurs? Le débat, est-ce qu'on partage les pourboires avec la cuisine? Les deux se valent. Les deux se valent. Ce que je veux dire, c'est que je trouverais ça normal si jamais ce n'est que la salle qui reçoit des pourboires, je trouverais ça normal que le salaire de départ d'un cuisinier soit plus élevé. Voilà. Alors, Comment tu fais chez toi, Antoine? On fait comme je viens de le dire. Donc, c'est que la salle et la cuisine, les salaires fixes sont plus élevés. Oui. En fait, je pense que la question derrière, c'est peut-être quand tu utilises Sunday pour les pourboires, est-ce que tu as le choix de faire chaque serveur garde ses pourboires ou alors tu choisis un pot commun qui est ensuite distribué, réparti entre tout le monde? Quand tu utilises Sunday ou quand tu n'utilises pas Sunday, tu as absolument le choix de ce que tu fais avec tes pourboires, d'accord? Donc, le choix, il appartient au restaurateur. Moi, je ne connais pas deux restaurateurs qui gèrent leurs pourboires de la même manière. En France, je ne pourrais pas te citer deux restaurateurs qui gèrent leurs pourboires de la même manière. Chaque équipe est différente. Nous, chez Big Mama, on partage avec tout le staff. Il y a des clés de répartition en fonction du type de poste et en fonction de la seniorité, etc. Le plongeur, il prend le pourboire. Je me souviens d'Alain Ducasse, quand on a commencé, qui nous a dit « Il y a deux personnes importantes dans un restaurant, c'est le chef et le plongeur ». Bref, donc chez nous, c'est comme ça. Je connais 50 restaurateurs, ils ont 50 manières différentes de faire. Je pense qu'en revanche, c'est important, et c'est le cas avec Sunday, c'est le cas avec la machine à carte bleue, c'est de pouvoir gérer ça comme tu veux. Ok, très bien. C'était la dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? On a fait le tour. Moi, je voulais te remercier, Émilie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous. C'était super. Merci. Écoutez, Merci. à très bientôt pour un autre webinaire peut-être. Et en tout cas, pour info, vous allez recevoir le replay par email si jamais vous avez loupé un petit bout. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.